Bonjour et bienvenue sur notre chaîne sysadmin destinée à la formation de Windows Server 2025. Un Active Directory sur machine cliente, ce n'est qu'un serveur isolé. Aujourd'hui, nous allons connecter notre premier vrai poste au domaine. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous sommes là sur le chapitre 1, partie 7 et nous avons déjà créé une unité d'organisation, nos utilisateurs Active Directory et structurer notre environnement. Nous passons maintenant à une étape essentielle, la machine cliente. Dans une entreprise, les utilisateurs travaillent depuis des postes clients Windows connectés au domaine Active Directory. Dans cette partie, nous allons installer une machine cliente Windows, la préparer correctement, configurer la carte réseau et le DNS pour l'intégrer à notre domaine intra.local. Ce que vous allez apprendre sur cette partie, c'est installer un poste client dans VMware, configurer une adresse IP correctement, comprendre le rôle du DNS dans l'intégration du domaine, renommer une machine cliente proprement, joindre un ordinateur au domaine Active Directory. Ne vous contentez pas de regarder la vidéo une seule fois. Repratiquez chaque étape encore et encore jusqu'à ce que vous soyez capable de refaire toute la manipulation sans assistance. C'est exactement comme cela que progressent les administrateurs système. Maintenant que tout est prêt, nous allons passer à la pratique et commencer par l'installation de notre machine cliente dans VMware Workstation Pro. C'est parti pour la pratique. Alors, nous voici sur l'interface graphique de VMware Workstation Pro. Pour créer notre machine cliente Windows, on va partir sur Windows 11. On vient de créer une nouvelle machine virtuelle. Clic droit, on fait suivant. Suivant. Comme je vous l'avais dit lors de la création de notre contrôleur de domaine, moi j'aime mettre le disque plus tard. Donc sinon, vous pouvez le mettre maintenant. Vous venez ici et vous choisissez l'emplacement auquel vous avez mis votre ISO Windows 10. Ça peut être Windows 10 ou Windows 11. Donc pour notre cas, on va aller sur Windows 11. Donc, je viens ici, j'installerai le système d'exploitation ultérieurement et je fais suivant. Ici, c'est bien le système Microsoft de Windows. Donc, on vient sous la version, on choisit le système d'exploitation auquel nous allons installer. Ça sera Windows 11. Je pense qu'il faut monter. Il est juste là. Donc, Windows 11, fait suivant. Et ici, on va renommer notre machine cliente. Donner le nom à notre machine cliente. Donc, ça sera CLI 01. C'est LI01. On choisit l'emplacement auquel on va stocker notre machine cliente. Alors, pour moi, ça sera sur mon disque et puis base SRV. Entre. Après avoir effectué ces deux parties, on fait suivant. Et, OK. Vu que c'est le système d'exploitation de Windows 11 que nous sommes en train de mettre en place dans dans VMware Workstation Pro, il faut toujours définir un mot de passe. Donc, il faut une connexion sécurisée. Mais si c'était l'installation de Windows 10, par exemple, vous n'avez pas cette étape-là, ça passe directement. Donc, vu que c'est l'ISO de Windows 11, je vais devoir définir un mot de passe. Voilà, le mot de passe est défini. Je fais suivant. Et là, vu que c'est Windows 11, on ne peut pas sélectionner le mode BIOS parce que Windows 11 marche rien qu'avec la version améliorée du BIOS qui est l'UEFI. Donc, je viens ici, je mets suivant. Et je clique démarrer sécuriser et passe à suivant. Et ici, pour le nombre de processeurs et le nombre de cœurs, je laisse les paramètres par défaut de 1. Pour la mémoire recommandée pour Windows, l'installation d'une machine virtuelle Windows 11, ça nécessite 4 Go. Si vous n'avez pas assez d'espace, par exemple, parce que vous avez le serveur qui tourne et la machine cliente qui va aussi utiliser la RAM physique, donc je vais vous conseiller d'abord d'éteindre votre serveur et d'installer la machine cliente. Donc, vous laissez à 4 Go parce que si on met à 2 Go lors de l'installation, ça ne va pas fonctionner. On laisse à 4 Go. Et ici, pour le réseau, on peut laisser l'option choisie par défaut parce que de toutes les façons, de changer et mettre. Et lui choisir la même carte réseau avec notre serveur pour que les deux puissent être dans un même réseau. Donc, pour cela, on fait suivant. Ici, également suivant. Pour les disques, on choisit les MVME. C'est ce qui est même recommandé. Comme je l'avais dit, pour la sélection du disque, on reste toujours sur créer un disque virtuel et non utiliser un disque virtuel existant. Nous ne sommes pas dans ce cas. Je vous conseille toujours d'utiliser la première option. Donc, créer un disque virtuel. Nous sommes là pour la taille. La taille recommandée, 64 Go.
je laisse. Sinon, vous pouvez même mettre 40 ou 50 gigas, ça va marcher, ou 30 gigas, ça va marcher. Mais moi, vu que j'ai assez d'espace, de toutes les façons, c'est aussi l'espace virtuel qu'il est en train d'utiliser. Donc, on vient et on fait suivant. Suivant. Et ça, c'est le résumé de notre machine virtuelle. Donc, on peut faire ici suivant et terminer plutôt. On peut venir de modifier les paramètres. On vient ici et ici pour la carte réseau. Pour nous, c'était personnalisé et on lui met dans la même carte réseau que notre serveur qui est le VMnet 8. Et pour la détection de disque, là, on va aller maintenant choisir notre ISO. Donc, l'image ISO pour l'installation. Moi, je fais parcourir. Je vais la choisir dans l'emplacement auquel je l'avais mis. C'est dans... Alors, sauvegarde. Je pense qu'il est ici, Windows Server ou Windows 11. Il est bel et bien là. Voilà, là, je pense que tout est bon. Et on peut commencer avec l'installation de notre machine virtuelle. On vient ici mettre sous tension cette machine virtuelle. Clic droit avec VMware Workstation Pro. Il faut toujours appuyer sur un bouton, peu importe le bouton du clavier pour qu'il puisse lancer. Voilà. Voilà, tout est bon. Et là, on choisit la langue, français. Voilà, le clavier, on laisse le clavier traditionnel AZERTY. Suivant. Au niveau de sélection de l'option d'installation, nous sommes sous la première option qui est installer Windows Server 11. Donc, on accepte et puis on fait suivant. Ici, pour notre cas, on n'a pas la clé. Donc, on va choisir cette option. Je n'ai pas de clé de produit. On patiente. Et ici, on choisit l'option qu'elle on veut installer. On vient ici, la Windows 11 professionnel. On fait suivant. Voilà, les termes du contrat, on n'a pas le choix. On peut que les accepter. On accepte. Je fais suivant. Pour l'installation, on installe notre système. Là, tout est bon. On dit prêt pour l'installation. On fait juste installer et on patiente. Alors, là, on voit que tout est bon. Donc, à ce niveau, pour la région, en fait, pour moi, c'est la France. Donc, je fais suivant. Ça vient au niveau du clavier. C'est le clavier traditionnel AZERTY. Oui. Et ici, vous pouvez tester votre clavier. Et moi, je vais faire ignorer. Ou bien ajouter une disposition si vous voulez. Mais moi, je préfère ignorer. Voilà. On patiente un peu. Et ici, vu que nous sommes sur Windows 11 et nous n'avons pas de connexion Internet, donc pour installer notre système d'exploitation, on va devoir utiliser des raccourcis. Donc sur votre clavier, vous appuyez sur Shift et puis F10. Alors cette console va s'ouvrir et nous allons taper ici OOBE/bypass NRO et on valide. La machine va se redémarrer et cette fois-ci, on pourra installer notre machine virtuelle en mode hors connexion. Là, la machine se redémarre. On reprend. Et là, on va répondre sur cette partie. Donc, on fait oui. Ici, pour le clavier, on fait oui. Ignorer. Et là, on voit qu'on a maintenant le mode hors connexion. C'est souvent un problème avec Windows 11. Si c'était avec Windows 10, on n'allait pas la commande qu'on a tapée au niveau de l'invité de commande. Mais vu que c'est Windows 11, lorsqu'on n'a pas la connexion Internet, on est obligé de passer par cette méthode pour pouvoir installer notre système d'exploitation. On vient ici, on clique, je n'ai pas Internet. Et là, on tape le nom de l'utilisateur. Moi, je vais choisir 6B. Vous pouvez choisir le nom de votre choix. On va sur 6B, il y a un nom par défaut et je vais suivant. Pour le mot de passe, je vais définir un mot de passe. Et là, c'est pour des questions de sécurité, des options. Donc, le choix vous appartient. On passe. Et on finit avec les questions de sécurité. C'est presque la fin, presque la fin. Voilà.
Vous pouvez choisir oui et autre, mais moi, je choisis toujours non la plupart du temps. Je donne moins d'autorisation possible, toujours non et non. Je pense que là, tout est bon. L'installation de notre système d'exploitation est presque terminée. Là, on patiente. Alors là, tout est bon. Nous voici dans l'interface graphique de notre machine cliente Windows 11. La première chose à faire, nous allons installer les tools. Donc, on vient au niveau du nom de notre machine virtuelle cliente, on fait un clic droit et installer VMware Tools. Voilà. Exécuter. On fait oui. Ici, on fait suivant. Là, on choisit le type d'installation, installation complète et on fait suivant et installer. On patiente pendant que les tools s'installent. Ça prendra juste quelques secondes. L'installation des tools est presque terminée. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et la deuxième étape que nous allons faire, c'est mettre l'adresse IP statique sur notre machine virtuelle. Donc, on vient au niveau de cette fenêtre, top, ncpa.cpl, ncpa.cpl pour accéder à la carte réseau. Et on fait, pour l'installation des tools, on finit d'abord avec des tools, on fait terminer. Voulez-vous redémarrer votre système? Nous, on va faire ultérieurement parce qu'on a d'abord d'autres prérequis à mettre en place. Donc, non. Et voilà. Au niveau de la carte réseau, on peut mettre notre adresse IP statique. On vient ici, utiliser l'adresse IP suivante. Donc, nous, on va mettre 192.168.4. On met .2. Et pour le masque de sous-réseau, c'est bon. Pour la passerelle, c'était 192.168.4.254. Et un autre point le plus important ici, c'est le DNS. Pour le DNS, ça sera l'adresse IP de notre serveur parce qu'il est aussi notre serveur DNS, l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. 4 et puis .90. Et si cette adresse est mal renseignée, la machine ne pourra pas intégrer le domaine. Donc, il faut faire très attention lorsque vous remplissez l'adresse DNS. Et assurez-vous que votre serveur et votre machine virtuelle sont dans le même réseau. Si les deux aussi ne se trouvent pas dans le même réseau, ils ne pourront jamais se communiquer et la machine cliente ne va pas aussi joindre le domaine. Donc, ce sont des points vraiment à regarder avec précision. Donc, à ce niveau, nous, on fait OK, fait fermer. Alors, la dernière étape à faire ici, c'est maintenant de renommer notre machine virtuelle. Donc, si on va dans le gestionnaire de fichiers, voilà, on vient ici sur PC, clic droit, on vient dans propriétés. Et au niveau d'ici, on a renommé ce PC. Lors de l'installation de notre système d'exploitation, le système a donné un nom par défaut à notre machine et le nom est juste là. Donc, ce n'est pas ce nom-là que nous voulons donner à notre machine. Nous voulons que notre machine porte le nom CLI-01, donc client 1. Donc, pour renommer notre machine, on vient ici, renommer, et on saisit le nom ici et on fait suivant. Mais ça, c'est la première étape. Je vais vous montrer la deuxième étape en ligne de commande, comment vous pourriez renommer le nom de votre machine cliente via PowerShell. On vient ici, on fait PowerShell, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On va faire la deuxième méthode. Là, je vous ai montré la première méthode. Maintenant, on va aller faire la deuxième méthode en ligne de commande. On patiente que PowerShell puisse démarrer correctement. Voilà, là c'est bon. Pour renommer notre machine en ligne de commande en utilisant PowerShell, la première commande à mettre c'est rename computer. Donc c'est là qui veut dire en français renommer cet ordinateur. Après pour le nom, on met
deuxième argument qui sera new name, new name. On donne maintenant le nom de notre machine. Donc, CLI-01. Et là, moi, je veux qu'il se redémarre après avoir changé le nom. Donc, j'ajoute -D6, restart. Ça permet qu'après avoir changé le nom, il ne puisse pas me demander l'autorisation de se démarrer. Donc, avec l'argument restart que j'ai ajouté à la fin, la machine va se redémarrer automatiquement. Donc, on y va, on appuie sur Entrée. Et là, notre machine se redémarre avec les paramètres qu'on a pu mettre. Là, c'est bon, notre machine s'est redémarrée. Donc, on vient ici pour ouvrir la session. Et on met le mot de passe, on fait Entrée. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller ajouter notre machine au domaine et pouvoir se connecter avec un utilisateur qu'on a créé au niveau de notre contrôleur de domaine. Et pour l'ajout de la machine dans notre domaine, on va faire ça de deux façons. Donc, on va commencer via l'interface graphique. Et la deuxième méthode que nous allons utiliser, ça sera via PowerShell. Vous allez commencer un peu à vous habituer avec les commandes PowerShell et pour que ça puisse être comme de l'habitude, je vous dis de toujours pratiquer encore et encore, car c'est l'unique façon à laquelle vous allez progresser rapidement dans l'administration système. Alors, on vient dans l'explorateur de fichiers, on vient ici, on vient dans ce PC et puis on fait clic droit pour aller dans propriétés. Une fois que nous sommes dans propriétés, comme vous voyez ici, il y a Connect. On a ici domaine ou groupe de travail. Nous, on vient ici, on clique sur domaine ou groupe de travail. On fait modifier. Et si vous regardez bel et bien ici, notre machine cliente a pris le nom auquel nous l'avons donné. Donc, le nom n'est plus par défaut, mais on vient dans modifier pour ajouter notre machine dans le domaine. On vient dans modifier. Et ici, on crée membre d'un domaine. On clique ici. Et à ce niveau, on doit mettre maintenant notre nom DNS. Donc, le nom DNS, c'est le nom de notre serveur. Ça sera intra.local. Et on fait entrer. Voilà. Là, on met le nom de l'utilisateur qui peut ajouter une machine cliente dans un domaine et c'est l'administrateur qui a ce pouvoir-là d'ajouter une machine dans un domaine. Donc, là, on va renseigner les identifiants de l'administrateur. Donc, administrateur. Vous pouvez mettre ça en majuscule ou en minuscule, ça va marcher. Administrateur. Et tout en bas, on va mettre le mot de passe de l'administrateur. Et là, tout est bien. Si on appuie sur Entrée, notre machine va rejoindre le domaine et on va devoir le redémarrer. On va ajouter notre machine dans le domaine via PowerShell, donc en ligne de commande. On utilise la deuxième méthode. Et là, on peut taper nos commandes PowerShell. Donc, pour ajouter une machine dans le domaine, la première commande à taper via PowerShell est add-6 computer. Le deuxième argument qu'on va taper, ça sera le domaine name. Donc, add computer domaine name. Et on met le nom de notre domaine. C'est intra.local. Et que là, on utilise le nom DNS. Voilà pourquoi on dit que le DNS est très important dans un domaine Active Directory. Parce que donc, lorsqu'on va essayer d'ajouter notre machine dans le domaine, le DNS, c'est-à-dire le nom de notre domaine, va aller chercher quelle adresse IP correspond à ce nom. Et dès qu'il va trouver l'adresse IP qui correspond à notre nom de domaine, la machine pourra intégrer le domaine. S'il ne trouve pas l'adresse IP qui correspond à ce nom de domaine, la machine ne pourra jamais joindre le domaine. Par exemple, ici, on va faire, comment je peux dire, je vais mettre, au lieu de mettre intra.local, je mets intra.net. Vous allez voir. Et ensuite, je dois maintenant mettre l'utilisateur qui est capable d'ajouter une machine dans le domaine. Donc, c'est l'administrateur du domaine. Et pour ajouter cet utilisateur-là au niveau de PowerShell, on utilise cet argument, credential, et ici, je mets administrateur. Non, je commence par intra, donc le non-net BIOS, intra/administrateur. Et ensuite, la dernière commande à mettre, c'est restart. La machine peut se redémarrer dès que sera ajouté au domaine. Et je fais entrer. Voilà.
Là, il me demande de saisir le mot de passe de l'utilisateur. Donc, je mets le mot de passe de l'administrateur. Et ce n'est pas le mot de passe de restauration, mais le mot de passe qu'on avait utilisé lorsqu'on avait créé notre serveur. Donc, le mot de passe de l'administrateur lors de la création du serveur. Là, je fais entrer. Voilà. Si vous lisez le message d'erreur, il dit que l'ordinateur, donc notre machine client n'a pas pu joindre le domaine intra.net à partir de son groupe de travail. Et c'est tout à fait normal parce que notre domaine ne s'appelle pas intranet, mais intra.local. Donc, lorsque le DNS est parti chercher l'adresse IP qui correspond à ce nom, il n'a pas pu trouver. Voilà pourquoi notre machine n'a pas pu joindre le domaine. Donc, pour cela, on va corriger et on va mettre ici intra.local. On corrige juste à ce niveau et vous allez voir que la machine va rejoindre le domaine. Entrer et on fait restart le mot de passe de notre administrateur et on fait entrer. Voilà, là on voit que notre machine a pu rejoindre le domaine parce que le DNS a pu trouver l'adresse IP qui correspond au nom de domaine que nous avons inséré. Voilà pourquoi on dit qu'il est très important au sein d'un domaine car les machines des utilisateurs ou bien les machines clientes au domaine utilisent le DNS pour joindre le domaine. Donc, sans DNS, il est impossible qu'une machine puisse joindre le domaine. Notre machine cliente a pu joindre le domaine. Et si on vient ici, on voit qu'ici, on a maintenant un autre paramètre qui vient de s'ajouter tout en bas, autre utilisateur. Donc, si on se connecte avec notre utilisateur 6B, là, on ne sera pas dans le domaine. Là, notre machine est déjà dans le domaine. On peut aller vérifier. On met le mot de passe. Voilà, là, c'est bon. Si on doit vérifier que notre machine est bel et bien dans le domaine, il y a plusieurs façons. On peut venir au niveau de la carte réseau. On fait ncpa.cpl. Voilà, si on vient ici, on voit qu'au niveau de la carte réseau, il y a notre nom de domaine. Si on repart dans l'explorateur du fichier, on vient ici, on fait clic droit et on vient dans propriété. Avant, c'était workgroup, domaine et groupe de travail. On vient dans modifier. On voit que notre machine est bel et bien dans le domaine. Si on vient au niveau de notre serveur, voilà, dans outils ordinateur, on part dans outils, puis utilisateur et ordinateur Active Directory. Si on vient dans le dossier computer, on voit que notre machine cliente est bel et bien ajoutée au domaine. On va maintenant se connecter avec un utilisateur du domaine. Donc, partons dans notre serveur et on va voir avec quel utilisateur on va se connecter. Ouvrons notre serveur. On va prendre un utilisateur qui se trouve au niveau de RH. Et puis, on va choisir, par exemple, Clara Fontaine. Et si je viens dans Clara Fontaine, je viens dans compte. Là, voilà, on a deux façons d'ouvrir la session. Ça peut être soit cfontaine, plus le nom de notre domaine, ou bien on utilise le nom de notre BIOS anti/ et cfontaine. Les deux méthodes fonctionnent. C'est à vous de choisir quelle méthode vous allez utiliser. On ferme là notre console et on retourne au niveau de la machine cliente. Et on va redémarrer notre machine. Il y a deux façons. Soit on vient ici au niveau de VMware, clic droit, donc alimentation et puis redémarrer l'invité. Mais je vais le faire via PowerShell. Je vous donne déjà quelques commandes PowerShell. Donc la commande, ça sera restart computer. Ça, c'est pour redémarrer la machine. Et si on veut éteindre l'ordinateur, ça sera stop computer. Donc restart qui veut dire redémarrer et computer, ordinateur. Donc, redémarrer l'ordinateur. On fait entrer et là, notre machine se redémarre. La machine cliente s'est connectée avec l'utilisateur du domaine. On vient ici, on utilise la deuxième. Vous pouvez utiliser aussi la première. On va aller sur Intra. Là, ça sera d'abord utilisé. Voilà. On peut maintenant utiliser Intra. Donc, vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule, mais je préfère l'écrire en majuscule. Intra, voilà, et je mets t.fontaine. Et là, on tape le mot de passe. Lorsqu'on avait mis lors de la création des utilisateurs, donc c'était password, et puis point d'exclamation, 1, 2, 3.
Et c'est parti. Là, on dit que le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on créait notre utilisateur, on avait mis un argument qui était change password login. C'est cet argument-là qui est en train d'agir ici. Donc, on clique ici et on saisit le nouveau mot de passe de l'utilisateur. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe de votre choix. On peut se connecter. Là, on dit votre mot de passe a été changé. L'utilisateur va maintenant du domaine va se connecter. Là, on peut dire que tout est bon. Notre utilisateur du domaine s'est bien et bien connecté à notre machine cliente. Donc, si on vient ici, par exemple, et on clique sur le nom de l'utilisateur, on voit que elle est bien au domaine. Donc, Clara Fontaine. Et ici, on voit son nom de connexion qui est juste là. C'est Fontaine, plus accompagné du nom du domaine. Si toutes les manipulations sont bien faites et que vous avez respecté les prérequis, donc l'ajout d'une machine au domaine sera sans problème pour vous. Et comme j'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas de faire qu'une seule fois. Casser, refaire encore et encore jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise parfaite. Donc, le but n'est pas seulement de faire, mais de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez pas rien que sur cette vidéo. Vous pouvez aussi faire vos recherches, vous cultiver concernant la création du domaine, comment ajouter une machine au domaine. C'est presque la même procédure et autres, mais il ne suffit pas seulement de faire. Il faut avoir aussi le vocabulaire qu'il faut. La meilleure chose, c'est savoir faire et pouvoir expliquer ce qu'on fait. C'est ça, avoir la maîtrise. Parce que si on ne sait rien que faire et on ne sait pas expliquer ce qu'on fait, il y a une partie qui manque. Il faut combiner la théorie à la pratique. Sur cette partie, on vient de terminer comment ajouter une machine dans un domaine. Et notre prochaine étape, on va continuer avec toujours l'organisation des utilisateurs dans Active Directory parce qu'on n'a pas encore fini. Ça, c'est juste une première étape. Notre prochaine vidéo sera maintenant consacrée sur les groupes et les étendues de groupes. On va faire la théorie et la pratique au même moment. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer des prochaines vidéos.